Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de parler microbiote avec Véronique Lies, une des membres de notre comité. On a sorti récemment, pour ceux qui ont suivi, un probiotique pour la flore intime et intestinale, donc notamment tous les désagréments qui peuvent impacter notamment la partie ballonnement, inconfort digestif, tout ce nouvel inconfort et ralentissement digestif, blocage métabolique qu'on peut avoir notamment à partir de 40 ans, et puis tout ce qui vise aussi à restaurer une flore intime saine, c'est-à-dire éviter des récidives de désagréments. Et je suis ravie d'accueillir donc ce midi qui va nous rejoindre bientôt donc Véronique Lies, qui est donc une micronutritionniste, notamment formatrice, qui a écrit un livre sur le microbiote et fait beaucoup de formations aussi sur le SIBO et le microbiote, qui font partie de ses sujets de prédilection juste après les hormones, qui va nous en parler plus en détail. Donc j'attends que Véronique rejoigne la vidéo. Je lui envoie une petite invitation. Hop! Et on va tout de suite pouvoir aussi, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. L'idée, c'est d'inviter des experts pour échanger sur des problématiques parfois un petit peu plus pointues. Hop, j'invite Véronique tout de suite à nous poser toutes vos questions. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le microbiote. Si on pense que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément se changer. Hello Véronique. Hello. Si vous ne nous entendez pas ou s'il y a un problème aussi, faites-nous signe, parce que parfois on ne se rend pas compte. Normalement, le son a l'air bon. Tu m'entends bien, Moi, Véronique? j'entends parfaitement bien. Génial. J'espère qu'il en est de même. Écoute, je vais te laisser te présenter. Je t'ai présenté rapidement, mais je sais que c'est ton sujet favori. Donc, je te laisse te présenter ce que tu as fait autour du microbiote notamment, qui est quand même un sujet d'actualité. Parce que juste en introduction, dans toutes les dernières études, on voit qu'il y a plutôt un déficit de consommation en fibres, un boom des problèmes digestifs et des problèmes mentaux. Alors, je ne sais pas encore s'il y a un lien, mais très certainement aussi. Et donc, effectivement, le microbiote, c'est quelque chose qu'il faut entretenir toute sa vie. Valérie va vous expliquer pourquoi et comment. Mais c'est très important d'avoir conscience de ce grand système en fait qui fait partie de notre équilibre. Véronique, je te laisse te présenter. Ben voilà, écoute, je suis Véronique Liès, donc je suis diététicienne nutritionniste et je suis intéressée, passionnée et formée par ce microbiote parce que voilà, ça fait en fait, on en parle beaucoup maintenant. Et en même temps, il y a beaucoup de gens encore qui savent pas très bien ce que c'est, qui savent pas encore très bien à quoi il Il y en sert a et qui me qui disent ah, c'est les Actimel. Non. voilà. Donc, et c'est normal, parce que voilà, ce sont des choses qui sont très complexes, mais il faut bien comprendre que c'est la révolution médicale de ces dernières années. Ça fait maintenant pratiquement 20 ans quand même qu'il y a de plus en plus d'études, que les scientifiques en parlent beaucoup et prennent toute la mesure et l'ampleur de ce microbiote. Mais je dirais que dans le grand public, ça commence seulement maintenant à faire surface. Donc voilà, je suis formée à ça, j'adore ça. Je suis auteur de livres en nutrition et notamment le petit dernier, c'est mon microbiote sur mesure. Donc l'idée étant que justement, ce microbiote, on peut le moduler. Et c'est ça que j'ai voulu aussi expliquer. On va véritablement vers une prise en charge personnalisée. Et le but, c'était vraiment de montrer qu'en fonction de son problème de santé, on peut agir d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Il y a des prébiotiques, on va voir tout de suite ensemble ce que c'est, parce que c'est toujours des mots parfois qui peuvent être un petit peu compliqués, des prébiotiques, des probiotiques, et tout ça, on peut le faire maintenant de plus en plus de façon personnalisée pour vraiment poursuivre un but. Et donc voilà, moi je partage mon temps entre mes patients, entre l'écriture des livres et les formations, puisque je donne des formations notamment sur le microbiote, sur le SIBO, etc., des formations en ligne. Et donc c'est un sujet brûlant, passionnant, et on va en parler aujourd'hui. Avec Vous avez l'experte devant vous, donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions, même a posteriori, puisqu'on y répondra.
Donc, dans ton livre, tu as identifié notamment des liens entre certaines pathologies et le microbiote. Donc, moi, j'aime beaucoup quand tu reparles, on en reparlera aussi à chaque fois, un type de pathologie égale une souche particulière, parce que le microbiote, c'est un ensemble de bactéries différentes qui vivent en harmonie ou pas. Est-ce que peux nous parler un petit peu plus de ces pathologies que tu fréquentes, que tu rencontres, pardon, le plus fréquemment? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de préciser que le microbiote, on pense bactéries, mais ce ne sont pas que des bactéries. En fait, on devrait dire microbiote, ce sont des micro-organismes. Mais pourquoi est-ce qu'on pense bactéries? C'est parce qu'aujourd'hui, les probiotiques, ce sont pour la plupart, des bactéries. Et donc, du coup, on pense plutôt à ça. Mais c'est déjà intéressant de comprendre qu'un jour, on vous dira de prendre peut-être des archées ou des phages dans telle ou telle problématique. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bactéries. Alors, il y a des profils, plus qu'une bactérie égale une maladie, quoique, hein, il y a parfois des pathologies pour lesquelles c'est vraiment le cas. Vous avez une infection à Helicobacter pylori, on sait que ça augmente le risque de cancer de l'estomac, la souche, elle est très clairement identifiée. Donc, en effet, il y a des cas. La peau, hein. La peau, il y a la bactérie P. acnes, on sait que absolument, qui a, voilà, tout à fait. Dans certains cas, il y a vraiment une souche, une maladie ou un problème de santé, parce que l'acné n'est pas une maladie, mais en tout cas, d'ailleurs, c'est aussi, hein, on pourrait parler des heures de ça, c'est aussi intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas nécessairement des maladies, c'est parfois simplement le fait de ne pas être bien. C'est le fait, tu parlais de la santé mentale, c'est pas une maladie que de se sentir stressé tout le temps, que d'avoir de l'anxiété, que de ne pas se sentir vraiment bien dans sa peau. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez évidemment les liens avec les maladies, et ça peut aller jusqu'à des maladies graves. Le cancer, aujourd'hui, c'est très clair qu'il y a des liens dans quasi tous les cancers, mais aussi dans le cancer évidemment du côlon. Donc il y a des liens qui ont été établis notamment avec la NASH. On sait que donc la maladie hépatique non alcoolique du foie, on sait que cette inflammation hépatique et vous savez ce qu'on appelle le foie gras. Enfin, je dis vous parce que je m'adresse à tout le monde, hein, Caroline, donc je ne me suis pas mise à te vous voyez. mais donc on parle de NASH pour ces maladies du foie gras qui se transforment en mode inflammatoire. Au début, on parle de NAFLD quand c'est un foie gras, puis ça évolue vers le NASH. Eh bien, on sait qu'il y a des profils de microbiote et que certaines bactéries ont été identifiées parce que notamment, il y a des bactéries qui sont capables de produire de l'alcool. Donc, vous buvez rien du tout et vous avez de l'éthanol. Donc, je ne dis pas que vous êtes sous, hein, mais en attendant, le foie, lui, il a une production permanente comme ça d'éthanol qui n'est évidemment pas bonne pour lui. Ça ne se voit pas à l'alcotest. Voilà, non, ça ne se voit pas à l'alcotest, heureusement. Et puis après, donc il y a les maladies et puis il y a la santé de manière beaucoup plus générale. Parce que quand on est ballonné, on n'est pas malade, mais c'est pas très agréable. Quand on a des crampes, on n'est pas nécessairement malade, mais c'est pas agréable. Donc là, on rejoint exactement ce sur quoi on travaille sur le système hormonal. De toute façon, les deux se répondent, hein. Il y a même l'œstrobiome hein, qui est très très lié, voilà, qui est le microbiome spécifique aussi, qui est en relation avec les oestrogènes. Et effectivement, le principal, c'est d'apprendre à comprendre un peu comment fonctionne son corps, à quoi on réagit, quel type d'alimentation. On va en parler un petit peu de manière aussi pratique, parce qu'en fait, c'est dans cette zone d'inconfort. Moi, j'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit, si tu écris ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Mais c'est exactement ça. C'est quand il y a un inconfort qui s'installe, qu'on ne se reconnaisse plus d'un point de vue mental ou confort physique, c'est là où il faut commencer à aller plonger dans l'hygiène de vie, la nutrition et essayer de comprendre ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'on peut rétablir les choses. Tout à fait. Et alors, en ce qui concerne le microbiote, ce qui est aussi important de signaler, c'est qu'il y a quand même malgré tout toute une série de choses, on ne va pas se mentir, qui sont un peu gravées dans le marbre et qui sont inscrites en nous parce que, voilà, c'est ce que j'explique dans le livre, comment se forme ce microbiote. On sait qu'on n'a pas un pouvoir sur tout. On sait que les 1000 premiers jours entre la conception, je ne parle pas de la naissance, qui est évidemment importante, mais entre la conception et 1000 jours, ce qui correspond à peu près à l'âge de 2 ans de l'enfant, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a déjà énormément de choses qui se font. Et donc, déjà, l'alimentation de la femme enceinte
est fondamentale. On sait notamment que les oméga 3 que consomme la maman pendant la grossesse, eh bien, vont avoir un impact déterminant sur la composition du microbiote de l'enfant, et à tel point déterminant que ça va jouer sur son risque de surpoids et d'obésité à l'âge adulte. Donc c'est absolument fascinant comme impact. Et donc déjà, voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de microbiote qui se transmet par naissance par voie basse notamment. C'est ça, c'est surtout plus hérité de la mère, de ce que j'avais compris. Donc il y a toute la phase de la grossesse qui est très importante, avec un passage qui se fait in utero, et déjà à travers le placenta, etc. Et puis un moment déterminant, c'est la naissance. Donc est-ce que vous êtes né par voie basse ou par césarienne? Eh bien ça va changer la façon dont votre microbiote va être évidemment transmis ou pas à votre enfant. Et il existe aujourd'hui des techniques pour compenser, parce qu'on ne choisit pas toujours, hein, évidemment, d'accoucher par césarienne. Hein, voilà. Donc, il existe des techniques pour compenser cette modification, on va dire, du mode de naissance naturel. On ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, on peut en parler pendant des jours. Ce qui est intéressant dans l'idée, c'est ce côté hérité. Comme tu dis, on a déjà hérité à 2 ans d'une grande partie du microbiome. Donc, je me souviens que tu me disais une fois, bah, finalement, on peut en changer jusqu'à 5% seulement, en moduler autour de 5% seulement. Donc, il y a des gens qui naissent, d'ailleurs, on le voit vite, hein, les enfants qui ont des problèmes digestifs ou pas, qui réagissent, on voit vite des choses se mettre en place. Mais tu dis que ces 5%, quand même, ça change la donne. Oui. C'est-à-dire qu'on peut quand même agir dessus. Alors, les 5%, c'est évidemment variable d'une personne à l'autre. Si le microbiote a été totalement détruit par des traitements, le fait de remanger correctement, on aura évidemment une modification bien plus importante que 5%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà inscrites dans notre enfance, après, on peut encore agir. C'est plus difficile de le maintenir en termes de stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous n'avez vraiment pas de chance, une maman qui n'a pas bien mangé, vous êtes né par césarienne, vous n'avez pas été allaité, vous avez reçu plein d'antibiotiques, bref, vous partez pas très bien dans la vie, votre microbiote, il sera jamais au top. Mais si vous mangez bien de façon permanente, vous allez pouvoir vraiment optimiser votre microbiote et en ressentir réellement les bienfaits. Parce que les petites modifications que l'on peut apporter au microbiote peuvent avoir de grands effets. Hein, donc, voilà. Et parfois, il suffit d'enlever un pathogène pour que ça change complètement la vie. Hein. Donc, on n'est pas obligé de faire une révolution de son microbiote, même si le microbiote, c'est une révolution, mais pour avoir vraiment des effets au niveau de la santé et au niveau du bien-être. Et tu parlais tout à l'heure du lien avec les hormones, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, on n'en parle pas, qui n'est pas du tout connu aujourd'hui, et pourtant, c'est juste incroyable. Donc, il faut comprendre qu'il y a des bactéries qui sont capables de détricoter, on va dire ça, pour bien comprendre les bactéries. Donc, quand on produit des bactéries, on va les éliminer, ces bactéries, et en général, passent par le système digestif. Et comment est-ce qu'on les élimine? Elles vont se coller, elles vont s'associer à certaines molécules. Et c'est comme ça qu'on peut les éliminer. Eh bien, nos bactéries sont capables d'aller les détacher de la molécule. Et donc, l'hormone, elle peut être réabsorbée. Et donc, en fonction de la composition de son microbiote, on va augmenter sa charge hormonale et ça peut entraîner des déséquilibres. À l'inverse, le microbiote est capable, par exemple, de transformer certaines molécules du soja et d'en faire des substances qui sont très intéressantes pour la femme en périménopause ou ménopausée. Et donc, c'est juste... D'ailleurs, les études sur le soja, c'est amusant parce que selon le microbiome, ils montraient qu'en Asie, où les femmes sont très habituées à consommer du soja, du tofu, etc., parce qu'on nous pose souvent la question, finalement, le soja est très bien assimilé et transformé de la bonne manière, c'est-à-dire en modulant à la hausse comme à la baisse les oestrogènes. C'est moins vrai pour d'autres microbiomes dans nos pays caucasiens. Donc c'est fou, c'est-à-dire que vraiment la manière, c'est une révolution par rapport aux anciennes années de la nutrition. On parlait de calories, de choses comme quoi quand on absorbe quelque chose, tout le monde l'absorbe de la même manière. C'est exactement pareil avec le microbiome ou le système hormonal. Notre fonctionnement propre interne va complètement changer la manière dont on assimile ou transforme certaines molécules.
clairement. Mais il faut arrêter de compter les calories, de penser je vais manger ça parce que c'est 80 calories alors que c'est un truc transformé dégueulasse, versus un truc à 150 qui est tout naturel. Je n'ai pas dit qu'on ne devait plus du tout faire attention aux calories, mais ce qui est évident, c'est qu'en fonction de son microbiote, on va absorber de façon totalement différente. On connaît toutes et tous des horribles qui peuvent manger tout et n'importe quoi, qui ne prennent pas un gramme, et des pauvres malheureux qui, rien qu'ils le disent, hein, je regarde le gâteau et j'ai déjà pris 2 kilos. Donc, on n'est pas du tout pareil face à la balance. Et de la même façon, on n'est pas pareil face à la façon dont on gère les médicaments. Parce que c'est vrai, on pense microbiote, on pense digestion. Mais le microbiote, il nous aide à détoxifier, il va fabriquer des molécules qui sont capables de communiquer avec tout notre corps. Et c'est comme ça, finalement, en fabriquant des molécules, que le microbiote peut communiquer avec le cerveau, avec le avec les reins, avec la peau. Et puis, on a un microbiote au niveau cutané, hein, parce que là, on parle du microbiote digestif, mais il faut bien comprendre qu'on a des bactéries et des micro-organismes partout, notamment des levures au niveau de la peau. Ça, on en parle beaucoup chez Millet parce qu'on travaille que sur le microbiote. Justement, je disais éviter les parfums, les alcools, les choses fortes qui peuvent décaper. Parce qu'il y a plein d'études qui montrent que le microbiote cutané, la barrière cutanée peut mettre jusqu'à 6 heures à se régénérer après des soins un peu agressifs, parce qu'on va venir décaper un système naturel. Et il y a plus de 45% de bactéries sur la peau. Donc il faut vivre en harmonie avec ces bactéries, à l'intérieur et à l'extérieur. Clairement. Et ce problème de l'hyper-hygiène est un problème également. Il y a des gens qui se décapent la peau, qui se décapent au niveau vaginal et des choses comme ça, et qui pensent que c'est bien, et en réalité, ça ne l'est absolument pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait manquer d'hygiène, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais certains spécialistes considèrent que peut-être on ne devrait même pas se doucher tous les jours. Bah, pas certains. Moi, je sais qu'ils travaillent beaucoup avec des dermatos et des gynécos, justement. Il y a des grosses campagnes en ce moment qui tournent. On travaille avec une sage-femme, donc qui s'appelle Camille Talley. Et il y a des campagnes anti, parce qu'on se rend compte que les 3/4, par exemple, du marché de l'hygiène intime, c'est des gels nettoyants. Et déjà, elle dit, bah, c'est absurde parce que le vagin est un système auto-nettoyant, acide. Et donc, on est censé ne nettoyer que la vulve à l'eau, déjà. Donc, elle préfère mettre des gels pas nettoyants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mousser avec des tensioactifs décapants, parce que l'eau en elle-même est très décapante. Et donc de dire, bah, mettez plutôt des gels hydratants qui restent en contact avec des bons actifs. Il faudrait arrêter tous les nettoyants. Et les dermatos, la plupart aujourd'hui disent, on arrive à résoudre la plupart des problèmes d'eczéma en faisant juste des toilettes de chat. C'est-à-dire concrètement, même l'eau est décapante, même sans savon. Parce qu'à un moment, on commençait à dire on fait des douches sans savon, mais même l'eau disait bah, nettoyer que les plis, donc sous les bras, le pli des fesses, entre les orteils, les endroits où en fait il y a de l'humidité et les bactéries peuvent s'accumuler et se décomposer. Nettoyer que les plis à l'eau 2-3 fois par semaine. S'il n'y a pas de grosse activité sportive ou si on n'a pas mis la tonne de crème solaire, de chlore et de machin, ça suffit. Bien sûr, et on arrive à résoudre beaucoup de problèmes de peau comme ça qui sont liés à des problèmes finalement de sensibilité. Moi, il y a des personnes, j'en connais, qui se douchent au savon 2 fois par jour et qui pensent que c'est bien. Et en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et donc, évidemment, comme tu dis, s'il a fait super chaud, des transpirations, comme ça, il y a certaines parties du corps. Bah, quand même, c'est plus intéressant. Sentir pas bon, c'est pas très agréable. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce microbiote digestif, il est central, il va communiquer avec d'autres microbiotes dans notre corps et il va moduler notre digestion, notre santé mentale, il va moduler nos hormones. C'est juste incroyable, notre santé métabolique, notre appétit, notre microbiote, il est capable de décider combien vous allez manger, combien vous allez absorber, comment vous allez digérer, comment vous allez stocker. En fait, il fait la loi. Mais alors, comment on peut savoir quel test, parce qu'on a souvent la question, comment on fait pour mesurer l'état de son microbiote? Si on a envie de savoir où on en est, comme tu disais, identifier une bactérie, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on va pas se mentir, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a des méthodes d'analyse du microbiote qui existent, qui pour moi sont très intéressantes, mais tant qu'elles ne sont pas validées, qu'il n'y a pas de consensus au niveau scientifique, elles ne sont pas mises en avant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Maintenant, il n'empêche que ce sont
ces outils-là qui sont utilisés dans les études et que moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui ont fait un test de microbiote par leur médecin, par exemple, et qui viennent pour le faire analyser avec moi pour voir ce qu'on peut donner concrètement comme conseil. Alors, par exemple, quelqu'un qui souffre de troubles métaboliques et on se rend compte qu'il va manquer d'Akkermansia mucilifila. Et on sait aujourd'hui que cette souche, elle est très importante pour bien gérer sa glycémie et que les personnes qui souffrent de diabète de type 2 en manquent. Eh bien, aujourd'hui, c'est une souche que l'on peut booster de façon spécifique par l'alimentation, d'une part, et c'est une souche même qui existe sous forme de paraprobiotiques ou de postbiotiques. Donc, ça, c'est l'avenir. C'est de pouvoir clairement identifier ce qui pose problème dans le microbiote et de pouvoir compenser. Compenser comment? Par des conseils personnalisés selon l'état du microbiote et avec évidemment des conseils de base pour tout le monde, on va dire. Surtout, il ne faut pas agresser son microbiote. On a parlé de comment ne pas agresser sa peau, mais au niveau digestif, c'est la même chose. À partir du moment où vous consommez des édulcorants, vous buvez beaucoup d'alcool, vous prenez beaucoup de médicaments, vous mangez des choses qui ne vont... beaucoup d'additifs, des pesticides, il y a comme ça toute une série de choses. Donc, je répète, les édulcorants, en fait, les édulcorants, aujourd'hui, posent un vrai problème de santé publique. C'est très, très bien. Donc, il y a comme ça toute une série de conseils que l'on peut donner pour tout le monde. Ne pas agresser, surtout ne pas agresser son microbiote. Ensuite, vous avez des conseils pour le nourrir. Et là, vous avez deux façons de faire qui se complètent toutes les deux. Vous avez les prébiotiques. Ce ne sont pas des bactéries, ce sont des nutriments, on va dire ça comme ça, ou des parties d'aliments donc, qui comprennent, donc il y a des fibres et puis il y a les prébiotiques, donc on va les mettre dans une même famille. Et donc ça va véritablement nourrir le microbiote et permettre son développement harmonieux. Et notamment, le fait de le nourrir, ça empêche vos bactéries d'aller se nourrir du mucus dans votre intestin. Et quand elles se nourrissent du mucus, ça affine complètement votre couche de mucus et ça rend votre intestin beaucoup plus poreux. Donc, si vous ne nourrissez pas, vous ne donnez pas à manger à vos bactéries, elles mangent ce qu'elles trouvent. C'est très important, insister sur les prébiotiques parce que de la dernière grande étude qui est ressortie, dont je parlais rapidement, il disait les principales choses identifiées, c'est trop de protéines, donc notamment des protéines un peu inflammatoires, type viande rouge ou ce genre de choses, et le lait notamment, et vraiment pas assez de fibres. Ça veut dire qu'ils ont identifié que sur nos populations caucasiennes et tout, on manquait minimum de 50% d'apport en fibres par jour. C'est beaucoup. Clairement. Donc, les probiotiques, on recommande minimum 30 grammes de fibres par jour. On peut facilement monter à 35-40 selon sa tolérance. On ne va pas se mentir, il y a des gens qui ballonnent, mais en général, parce que leur microbiote n'est pas terrible, on est bien d'accord, ou qui veulent du jour au lendemain apporter plein de fibres, parce qu'ils ont vu notre live et qu'ils se sont dit, oh là là, je dois me mettre à manger des fibres, et ils se mettent à exploser les fibres, mais le microbiote, il n'est pas du tout habitué à ça, donc il faut y aller très, très progressivement. Et aujourd'hui, dans la population, en moyenne, on est à 18 grammes. Donc, en effet, on est à peu près à la moitié des recommandations. Et les fibres, le problème, c'est que si on pense que c'est juste des fruits et des légumes, on ne va jamais arriver à ces 35 grammes. Donc, c'est de réintégrer des lentilles, des noix, évidemment des fruits et des légumes, mais des aliments complets, mais vraiment des vrais aliments complets, donc du quinoa, du seigle, du boulgour, du petit épeautre, des choses comme ça, et ne pas avoir peur d'ajouter des fibres en complément, que ce soit de la fibre d'acacia, que ce soit du psyllium, que ce soit des graines de lin mixées. C'est magnifique quand on est en périménopause pour essayer justement de moduler un petit peu tout ça. Donc, il faut vraiment, pour moi, viser 30 grammes de fibres par l'assiette et après, essayer de rajouter des fibres qui ne fermentent pas trop, parce que le psyllium, ça ne pose pas de problème, même quand vous avez des difficultés de transit, ça va vous aider, même que ce soit accéléré ou ralenti. Le psyllium, il est bon dans tous les cas. Ça ralentit aussi, je savais. Absolument. Ça ne faisait que accélérer en fait, quand vous prenez du psyllium, il va gonfler le volume des selles et donc accélérer le transit. Et si vous avez plutôt un transit type diarrhée, le psyllium va absorber l'eau et mouler
beaucoup plus les selles. Donc, on a un effet régulateur qui est très, très intéressant. Et ce n'est pas le cas de toutes les fibres, hein, mais ça, c'est vraiment un exemple intéressant, même quand on souffre de syndrome de l'intestin irritable. Donc, il y a moyen de choisir des fibres assez peu fermentescibles. Vous avez des bêta-glucanes aussi qui sont magnifiques. Et donc, d'aller vraiment personnaliser les conseils, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire en fonction du problème de santé qu'on peut. Donc, évidemment, le troisième aspect, on a dit ne pas agresser et nourrir. Et dans nourrir, on a dit qu'il y avait deux aspects, c'est les pré et les probiotiques. Clairement, on peut aussi, parce que franchement, ça aide. Je vois bien dans mon expérience, mes patients, on a des résultats super en fonction de la problématique, que ce soit des vaginoses ou des choses comme ça. Le fait d'apporter les bonnes bactéries, eh bien oui, ça permet évidemment de limiter les problèmes. Aujourd'hui, juste en l'absence de tests comme ça très établis, parce qu'il y a peu de gens qui vont tester leur microbiome, on va surtout en fait regarder les symptômes dans la démarche, les principaux symptômes. Par exemple, moi, je suis plutôt, je sais pas, dérangée, j'ai des ballonnements, etc. Ou j'ai plutôt des vaginoses à répétition. Enfin, on va regarder comme ça et essayer d'ajuster les souches par rapport aux symptômes. C'est comme ça qu'on travaille. Par rapport aux symptômes, par rapport aux problèmes, par rapport à éventuellement l'alimentation. Maintenant, c'est évident que quand on teste de microbiote, ça aide vachement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a un problème métabolique, si je vois qu'il manque d'Akkermansia, j'ai évidemment tout de suite pensé à en donner. Quelqu'un qui n'en a pas en excès, ce ne serait pas spécialement utile. Maintenant, on ne peut jamais se tromper avec certaines souches, hein, on ne va pas se mentir. Ça reste ce qu'on appelle des flores dites de passage. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une efficacité démontrée si on prend des bons probiotiques, évidemment, Caroline. Donc, il faut toujours choisir des probiotiques qui font l'objet d'études, des études, voilà, des vraies études chez l'homme, voilà, des choses qui sont absolument prouvées. C'est aussi une question de quantité. Hein. L'effet d'un probiotique, c'est quantité dépendant. Donc, on a beaucoup parlé de certaines souches sur le poids, mais en réalité, dans les compléments, il y avait 10 milliards, alors que pour cet effet-là, il en fallait 60 milliards. Ouais. Il y a la galénique aussi. Hein. Moi, je m'étonne toujours de voir parfois des probiotiques dans des gélules qui sont pas adaptées, pas les bons dosages, ou alors même dans des packs parfois transparents en plastique qui vont beaucoup moins bien conserver. Parce qu'en fait, quand on vous annonce un dosage, non seulement il faut l'apporter, mais en plus il faut le conserver dans le temps et qu'il arrive au bon endroit, quoi, pour réensemencer. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez technique. Méfiez-vous aussi, on voit beaucoup, comme c'est devenu un petit peu à la mode, on voit beaucoup ici et là, on met un petit peu de dose de probiotiques comme ça parmi une formule avec 40 plantes, 50 vitamines et minéraux. C'est pas toujours très très simple de tenir. Souvent, quand il y a des probiotiques, c'est un comprimé à part. Il faut vraiment que les interactions avec les plantes. Ah, j'ai plus de son, moi. Associés qui m'appellent tout le temps pendant. J'avais plus de son. Donc voilà. Non, il y a vraiment voilà, faire attention effectivement à ce qu'on veut et aussi il y a une forme de galénique et de sérieux. Donc dans les attestations, les dosages garantis, la manière dont on va l'amener qui est importante parce qu'on a un peu mis les probiotiques à toutes les sauces et ouais, il y a des associations auxquelles on croit assez peu. Ça va sortir. Hein. Donc là, il y a même des flakes aux probiotiques. C'est quoi ça? Des flakes, tu sais, comme des cornflakes. Donc des pétales de trucs à manger avec des probiotiques. Donc tu imagines le mode de production que ça a dû demander et tu te dis, qu'est-ce qui reste dedans, quoi, tu vois? C'est presque inquiétant pour les petites bactéries qu'il y a. Hein. Parce que je dis aussi des probiotiques, attention aussi à ne pas les consommer périmés. On a des exemples de des Actimel ou autres yaourts riches en probiotiques périmés de longue date. Ça peut être aussi une catastrophe. Donc oui, les probiotiques, c'est pas ça fait. S'ils ne sont pas périmés, ça reste des choses. Je ne parle pas nécessairement d'Actimel parce que c'est très sucré, mais d'un yaourt, par exemple. On sait que le fait de consommer 1 ou 2 yaourts par jour, c'est quand même intéressant aussi. Hein. Donc, il y a évidemment les probiotiques en complément qui permettent. Ouais, donc, les probiotiques en complément qui permettent d'avoir évidemment la souche que l'on recherche de façon précise. Et après, vous avez les probiotiques de l'assiette dans les légumes lactofermentés, ce genre de choses.
yaourt, où là, on va plus avoir un effet de prévention, un effet plus général sur le microbiote. Donc, c'est vrai que quand on recherche un effet précis, on va plus se pencher sur alors les compléments alimentaires. Tout à fait. Qui apporte des souches spécifiques. C'est vraiment le numéro de la souche, même au-delà du nom, qui joue. Bon, bah, super. Et c'est vrai que nous, on a travaillé aussi beaucoup, je disais, sur le lien entre flore intestinale et flore vaginale, parce qu'il y a un lien extrêmement direct, qui est pas forcément voilà, connu. Et en fait, je pense que c'est très important de donner cette notion d'entretien. Tu parlais en disant, bah voilà, quand on a repéré un symptôme, en plus d'un changement d'alimentation, d'hygiène de vie qui est extrêmement important hein, dans la prise en compte de n'importe quel problème, hein, hormonal ou microbiotique. Qu'est-ce que tu conseilles en général? Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui sort d'une grosse prise d'antibiotiques ou d'une période de stress aigu antibiotique, en gros qui aura été très inflammatoire pour son microbiote, ou quelqu'un qui a un microbiote, qui a besoin juste un peu d'un coup de pouce, qui est un petit peu déséquilibré, mais qui essaie de tout bien faire. Qu'est-ce que tu conseilles comme prise de probiotiques par an en général en entretien? Alors, c'est évidemment très variable d'une personne à l'autre, parce qu'une femme qui a pris des antibiotiques et qui a du coup fait une vaginose, je ne vais pas spécialement lui conseiller les mêmes que quelqu'un qui aurait eu un autre problème ou pas de problème. Donc, en termes de choix des souches, il faut essayer de viser un mélange entre lactobacilles et bifidobactéries. Et après, si c'est vraiment à visée gynécologique, on est beaucoup plus dans les lactobacilles de manière générale que dans les bifidobactéries, même si tout est important pour l'équilibre. Non, mais je disais en durée, en durée. Par exemple, il y a des gens qui disent, est-ce que j'en prends, par exemple, quand je prends mes antibiotiques, est-ce que je commence tout de suite à prendre des probiotiques et je continue ou est-ce que j'attends de finir? Souvent, les gens alors, on attend, en général, ce qui est conseillé, c'est pendant la prise d'antibiotiques, c'est de prendre, pour éviter les diarrhées associées, ce qui arrive souvent, c'est de prendre de l'ultralevure. Donc du Saccharomyces, enfin je dis de l'ultralevure, mais ça peut être du Saccharomyces boulardii associé à autre chose. Donc c'est une levure, le Saccharomyces boulardii, qu'on considère comme un probiotique. Mais lui, il va vraiment avoir un effet protecteur, anti-diarrhée. On va dire ça comme ça. Ça, pour moi, c'est la base. Mais on pourrait rajouter déjà des probiotiques pendant la prise des antibiotiques. Et par exemple, quelqu'un, ça a été prouvé encore récemment, qui doit suivre un traitement, et ce sont des traitements assez importants, de 2 semaines d'antibiotiques pour un Helicobacter pylori, donc cette bactérie qu'on retrouve dans l'estomac, eh bien, on a une amélioration des résultats du traitement lorsqu'il y a prise concomitante de probiotiques. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, je prends des anti, donc ça va quand même de toute façon tuer. Pourquoi il ne faut pas se dire ça? Parce que, un, on les prend à des moments différents. Deux, il y a maintenant évidemment des antibiotiques qui sont ciblés. Ce n'est pas tous des antibiotiques à large spectre, donc ils ne tuent pas tout non plus nécessairement. Donc, pour moi, c'est intéressant déjà de prendre des probiotiques pendant la prise des antibiotiques. Et après, l'idéal, c'est de continuer. Et moi, je trouve que quelqu'un qui ressent les bienfaits d'un probiotique, il a vraisemblablement, il va en avoir besoin toute sa vie. Parce que c'est pas facile de maintenir, sauf quand c'est lié, comme tu le disais, on a pris des antibiotiques, ça crée une vaginose, on peut faire une cure de 2-3 mois. Aujourd'hui, il y a des publications qui tendent à montrer que les effets des antibiotiques, eh bien, ça peut durer plus d'1 an. Donc, on ne retrouverait pas son microbiote d'origine et il y aurait même certaines souches qui sont détruites pour toujours, certaines, mais on ne retrouve en tout cas pas son microbiote d'origine avant 1 an. Il y en a qui reviennent très vite, mais il y en a qui reviennent beaucoup plus lentement. Et donc, du coup, moi, personnellement, plutôt que de faire une cure de 3 mois, je préfère que la personne prenne des probiotiques tous les 3 jours, mais sur une plus longue période. D'accord, parce que tous les 3 jours, on a le temps d'assimiler, d'ensemencer le microbiote. Absolument. Et en général, les souches que l'on donne, que l'on apporte, elles peuvent vivre en moyenne 48 heures à 72 heures, certaines plus. Le Bifidobacterium longum, on sait comme son nom l'indique, s'appelle longum, il peut vivre 7 jours. Et donc,
du coup, c'est intéressant de plutôt faire durer la longueur, D'accord. mais d'espacer un petit peu les prises, Mm. en particulier si, parce qu'il y a aussi la notion de budget, hein, on ne va pas se mentir. Oui, oui, non, mais en plus, ce que tu dis, c'est vrai sur la plupart des compléments alimentaires. Moi, je dis souvent, alors peut-être pas 3 jours, mais je dis, c'est pas grave du tout de rater la prise un week-end. Par contre, il faut pas sauter pendant 2 semaines. C'est cette idée de remettre les compteurs à zéro et d'apporter les nutriments. Donc, c'est jamais grave de rater quelques jours, mais je savais pas que les 3 jours, la règle des 3 jours pour le microbiote, c'était très intéressant. C'est une expérience que j'ai et c'est quelque chose sur lequel voilà, je me suis basée sur mes lectures, les études, etc. Mais maintenant, chaque cas est différent. Donc voilà, quand c'est la crise, quelqu'un qui souffre de syndrome de l'intestin irritable et qui profite entre guillemets des bienfaits d'un probiotique bien ciblé, parce qu'il y en a qui font des effets vraiment magnifiques, bah, c'est clair qu'au début, il a intérêt à le prendre tous les jours. Bien sûr. Donc, Ok, donc c'est vraiment encore une fois le ressenti, comme toujours un petit peu en micronutrition. Écoute, super intéressant. J'avais juste une question que j'ai vue passer, puis après, vous n'hésiterez pas à poser après. Qui disait, est-ce qu'il faut faire des examens du microbiote avant de venir vous voir? Je pense qu'on va terminer sur cette question. si vous le faites, c'est très bien, mais il faut trouver. Alors, ça ne nécessite pas de prescription médicale, puisque c'est un échantillon de sel. Donc voilà, il faut pas, ça ne doit pas être prescrit par un médecin. Et vous avez des laboratoires qui sont spécialisés. Il y en a en Allemagne qui fait ça très bien. Il y en a en Belgique qui font ça très bien. Ce qu'on pourra faire, Véronique, c'est que tu mettras peut-être le lien de ton livre et éventuellement d'un examen ou d'un truc Oui, parce que je parle de tout ça dedans. Ouais. Franchement, comment on fait pour le diagnostiquer, comment, en fonction des pathologies, quel probiotique, quel prébiotique. C'était vraiment, le but, c'était beaucoup de travail, mais d'essayer de faire un truc vraiment personnalisé selon le Parce qu'il probiotique. n'y a pas, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un parfait probiotique pour tout le monde. Ah, Il n'y a pas sûrement pas. bien la Sûrement. spécificité des souches, la spécificité des actions. Quelqu'un reparlait d'un transit difficile. On a parlé du psyllium qui est très intéressant dans les deux cas. Moi, j'aime beaucoup cet effet, voilà, qui permet de aussi bien accélérer ou ralentir des transits trop importants. Et voilà, et les fibres, remettre les fibres. Si tu as quelques exemples d'alimentation, on l'avait dit, les fruits et légumes, mais pas que. On disait les Non, légumineuses, les lentilles, les noix, voilà, les aliments complets. très complets. Et puis, vraiment, pas hésiter à prendre des compléments, tout ce qui est grains, évidemment, hein, toutes les graines. Vous pouvez rajouter ça dans plein de préparations. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, et peut-être on peut finir là-dessus, qu'on parle de fibres, mais c'est aussi des prébiotiques. Donc, c'est tout ce qui nourrit le microbiote. Ça veut dire le thé vert. Ça veut dire, faut pas oublier, hein, le thé vert matcha, c'est les oméga 3. Tout ça, ce sont des prébiotiques, d'accord? Donc les polyphénols, donc des fruits, des légumes. Donc il n'y a pas que les fibres au premier degré, il y a aussi les polyphénols, les oméga 3, tout ça c'est très très important. Et donc mettez du thé vert, mettez des épices dans vos assiettes, prenez suffisamment d'oméga 3 si vous n'aimez pas le poisson gras. Eh bien prenez-en en complément parce que c'est tellement important pour la santé comme anti-inflammatoire pour la peau. Donc voilà, ça c'est vraiment grandes règles de santé dont on parle tout le temps, c'est-à-dire les fruits et légumes et tout ça, reviennent, enfin, je veux dire, sont aussi bonnes pour le microbiote. Et il y a effectivement peut-être juste la partie fibres et aliments complets qu'on rajoute encore par-dessus en disant que c'est quand même particulièrement bénéfique au microbiote. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas des règles différentes pour l'équilibre hormonal, l'équilibre alimentaire et le microbiote. Généralement, quand on fait bien les choses, et attention aux boissons et édulcorants. Je pense que c'est un message très fort que tu as passé. Et à l'alcool. Bon, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. On mettra les petits liens du livre de Véronique sur le microbiote et éventuellement des tests si ça vous intéresse en commentaire. Et puis, bah, merci beaucoup. Merci Véronique encore une fois pour ta présence et à bientôt, je pense, de toute façon. très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.